Bien, et ben donc nous abordons la deuxième table ronde de cet après-midi. Toujours notre alimentation et la santé, avec après l'alimentation au quotidien et la santé au quotidien, des choses peut-être plus difficiles sur les dérives alimentaires et les difficultés que ça entraîne d'un point de vue de la santé ou même les maladies que ça peut entraîner. Et donc je vais donner la parole au docteur Cocolle qui va nous parler de ces dérives alimentaires. Merci. Bien, je vais mettre debout, je préfère être debout chaque fois. Comme ça, je bouge. Alors, je ne sais pas si la diapo va être lancée. Alors, voilà. Notre espérance de vie, elle a grimpé, comme je vous le disais. Alors, j'ai pas de pointeur, mais en fait, on est passé de 94, vous voyez, on était à 73 ans pour l'homme, à 76 ans en 2004 à peu près. Donc, on a gagné 3 ans d'espérance de vie. Et pour les femmes, on est passé de 81 ans à 83,8 années en 2004. C'est les statistiques INSEE. Donc, en fait, je vous disais tout à l'heure en préambule que la France est le pays qui a l'espérance de vie la plus longue après le Japon. Vous connaissez les centenaires japonais qui sont sur l'archipel d'Okinawa, les Okinawaïens, avec le fameux régime Okinawa, qui lui, par contre, a toujours une assise actuelle. Alors, l'espérance de vie, elle a lieu d'être, comme je vous le disais tout à l'heure, à condition qu'on soit sans incapacité. Or, notre taux de dépendance a tendance à diminuer, ce qui est une excellente nouvelle. C'est-à-dire que là où on coûte le plus cher, c'est nos 6 derniers mois de vie. C'est là où on coûte une fortune en fait à la sécurité sociale. C'est là où on va avoir des dépenses qui vont être extrêmement importantes vu les maladies qu'on aura développées. Donc ce qu'on cherche, c'est prolonger l'espérance de vie. On ne peut pas être immortel. Je vous renvoie au livre Tous les hommes sont mortels de comment elle s'appelait, la compagne de Sartre, Simone de Beauvoir, voilà. Et c'est pas forcément l'idéal, évidemment, et ça arrivera jamais. Et nous, en tant qu'hommes, en tant que médecins, on essaye de prolonger l'espérance de vie, mais surtout sans incapacité. Donc vous voyez qu'elle a tendance, en fait, également à s'améliorer, cette espérance de vie, sans incapacité. Et c'est ça qui prévaut. Donc rien ne sert d'ajouter des années de vie, si c'est des années de vie, mais en étant malade, évidemment. Alors, l'homme est un opportuniste. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait d'Yves Coppens, et c'est vrai que j'ai fait un bouquin donc, autour de la mastication, et je me suis penché de façon extrêmement modeste sur les travaux des paléoanthropologues. Vous savez que l'apparition de la vie, c'était il y a 4 milliards d'années. Il y a 3 millions d'années, apparition du préhumain, à partir d'un ancêtre commun aux singes et aux gorilles. 70 000 années, il y a une révolution fondamentale dans l'histoire humaine, c'est l'apparition du feu. Le feu nous a permis de passer d'une alimentation crue à une alimentation cuite. Et ça a été une révolution extrêmement importante, peut-être la plus grande révolution humaine au niveau alimentaire. Les 10 000 dernières années, culture des glucides. L'homme se sédentarise, c'est au niveau du paléolithique supérieur, l'homme se fixe, il arrête d'être le chasseur-cueilleur et de parcourir des dizaines de kilomètres, il commence à se sédentariser pour cultiver sa terre, et en particulier les glucides, les féculents, donc le riz, les pommes de terre, etc. Les 50 dernières années, et vous voyez qu'à l'échelle humaine, ce n'est rien. Les 50 dernières années, apparition, je simplifie au maximum, mais micro-ondes, frigidaires, etc. Et vous avez l'apparition de l'Homo sapiens televisus, avec l'explosion de l'obésité. En fait, notre patrimoine génétique, il n'a pas évolué. Nous avons le même patrimoine génétique que Cro-Magnon. Notre patrimoine génétique n'a pas évolué. Nous ne sommes pas adaptés, en fait, actuellement, à gérer ce trop-plein d'énergie qui est véhiculé par notre modèle alimentaire et le fait que nous bougeons de moins en moins. Donc, il est normal que nous prenions du poids. Donc, je vais dire que l'obésité est une maladie normale, est une maladie de société. Quand vous êtes passé du cru au cuit, quand nous sommes passés du cru au cuit, nous avons permis, en fait, à ce moment-là, l'évolution d'un organe majeur qui est le cerveau. Nous sommes passés de 400 cm3 de capacité crânienne qui a été repérée chez Lucie, qui a été découverte par Yves Coppens. Lucie donc, avait à peu près 400 cm de capacité crânienne, à plus de 1500 voire 2000 cm3 actuellement pour l'Homo sapiens televisus. Et donc cette évolution a été permise par quoi? Par la culture des glucides. Je vous rappelle que le cerveau est un consommateur numéro 1 de sucre. 50% du sucre que vous mangez est consommé par le cerveau.
Quand j'entends dire qu'il faut faire des régimes sans sucre, je tombe par terre parce qu'on ne peut pas vivre sans sucre. Vous ne pouvez pas vivre sans féculents. C'est un non-sens complet. Physiologiquement, le cerveau a besoin de ça, de ce carburant énergétique. Et le carburant des cellules, c'est le glucose. Et en fait, en parallèle, il y a eu diminution de la taille du tube digestif. C'est-à-dire que le tube digestif de nos ancêtres était plus long que celui actuellement. Pourquoi? Et alors, parce que nous sommes passés d'une alimentation crue qui demandait un effort considérable à notre tube digestif pour être assimilé, à une alimentation cuite qui, elle, demandait moins d'efforts pour être assimilée. Et donc, en parallèle, nous avons pu développer notre cerveau. C'est-à-dire, nous avons fait l'échange d'un organe contre un autre organe. L'homme est un opportuniste, je le répète. Il sait s'adapter à toutes les situations. Et là, c'est un exemple complet d'adaptation extraordinaire. Quand vous prenez, alors, alimentation crue, alimentation cuite, il y a eu des expériences qui ont été faites chez des serpents pythons. Alors, c'est un peu particulier, mais ils ont un tube digestif qui est très similaire au nôtre. On a pris des serpents pythons de Birmanie, ne me demandez pas pourquoi, et ces serpents pythons qui peuvent atteindre une taille quand même de 6 mètres, il y en avait, ils ont été divisés en 4 groupes. Il y avait un groupe à qui on donnait 100 grammes de viande, l'équivalent de 100 grammes de viande hachée, cuite. Un autre groupe, 100 grammes de viande hachée crue. Un autre groupe, 100 grammes de viande entière crue. Et le dernier, entière cuite. En fait, quand vous prenez 100 grammes de viande, et ça c'est l'un des problèmes de notre alimentation actuelle, quand vous prenez 100 grammes de viande, vous allez vous dire, je prends 100 grammes de protéines, le rendement énergétique sera le même. Mais quand vous allez chez McDo, ou quand vous faites votre bavette vous-même, et que vous avez 100 grammes dans les deux cas, ce n'est pas du tout la même conséquence. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les serpents pythons qui avaient une alimentation hachée, cuite, stockaient davantage d'énergie, et c'était de l'ordre de 23% d'énergie en plus que les serpents qui avaient une alimentation entière, crue. Donc, notre effort de mastication avec le temps, et qu'on a retrouvé, vous savez, les traces de nos ancêtres, en fait, par exemple ici, on a retrouvé, en fait, c'est les molaires qu'on a retrouvés. Et on voit l'empreinte, en fait, l'usure sur les molaires nous renvoie sur le modèle alimentaire de nos ancêtres. Que mangeaient nos ancêtres? D'abord, ils étaient frugivores. Et ensuite, ils sont passés sur les insectes. Ils ont pris des bâtons à fouir pour aller chercher également les insectes par terre. Ils mangeaient des rhizomes, des tubercules. Donc, ils avaient une alimentation extrêmement coriace. Les dents de Lucie exprimaient une pression de 100 kg donc, sur la molaire. 100 kg par centimètre qui était exercé sur les molaires. Donc, elle avait des vrais casse-noix, en fait. Et elle brisait les fruits secs, effectivement. C'était l'alimentation qu'elle avait. Et on disputait également aux animaux sauvages les restes des animaux morts, tant qu'on n'était pas chasseurs. Et après, on a commencé à cuire, et là, ça a permis aussi de limiter les affections parasitaires. Alors, le chasseur-cueilleur, il dépensait à peu près 5000 calories par jour. Donc, il dépensait beaucoup. Le consommateur occidental actuel, en 2007, bon, la diapo, je pourrais la réactiver, mais c'est un extrait du Monde diplomatique de décembre 2004. En 2007, le consommateur, oui, parce que j'ai réactualisé, parce que décembre 2004, il ne pouvait pas prévoir 2007, donc j'ai réactualisé, mais en fait, grosso modo, le consommateur occidental, il dépense pour une femme, on va dire 1700 calories à peu près par jour, et pour un homme, c'est 2100 calories à peu près par jour, basique. Vous voyez? C'est-à-dire une activité sans faire de sport. Et quand vous prenez un junk food, vous avez 200 calories de plus à peu près par jour. 200 calories par jour. Il suffit que vous plantiez de 20 calories par jour. Vous faites une erreur de 20 calories. 20 calories, c'est un petit morceau de sucre pratiquement. Vous faites une erreur d'un morceau de sucre par jour, vous allez prendre 2 kilos dans l'année. 2 kilos dans l'année. Et 200 calories, donc, ça vous fait du 20 kilos. D'accord? Donc c'est énorme. Donc la junk food actuellement est une problématique effectivement qu'on observe maintenant, surtout aux États-Unis. Les Américains fréquentent en moyenne à peu près 16 fois par jour leur placard de cuisine. Vous savez, ils mangent n'importe où. Une aberration, je le dis là, parce que moi qui suis très cinéphile, c'est pour ça que je suis très content qu'il y ait un réalisateur, parce que je suis un médecin cinéphile, cinéphage. Chaque année, j'ai la chance d'aller à Cannes. Et quand je vois que dans les cinémas se sont transformés en dépotoirs complets de bouffe. Je veux dire, c'est des distributeurs de nourriture. UGC fait son maximum d'argent
non pas sur le prix de la place, parce que ça lui revient à 1 euro à peu près, etc. C'est pour ça qu'il y a les cartes UGC, etc., qui croulent le cinéma art essai, etc. en France. Mais à côté, vous avez tous les rayons qui regorgent de produits à service rapide. On a fait des études. Un Américain qui s'appelle Brian Van Zyk a étudié, par exemple, avec une caméra infrarouge, que mangeaient des gens qui étaient dans une salle de cinéma. Alors, ils avaient été repérés, ces gens, ils étaient venus voir un film de Mel Gibson, ils étaient invités gratuitement. À l'entrée, on vous donnait 2 types de popcorn. On vous donnait soit un modèle médium, soit un grand modèle. Le popcorn, ce que je ne savais pas les étudiants qui le donnaient, c'est que le popcorn datait d'il y a 5 jours. Il avait été conditionné dans des conditions parfaitement stériles, mais il était infect. C'était plus du polystyrène que du popcorn. Et les gens, il y avait une caméra infrarouge qui filmait la réaction des gens. Et en fait, on s'est rendu compte que plus le paquet était gros, plus ils en mangeaient, même s'il était infect. Et à la fin, réaction des gens, et on pèse tous les paquets de popcorn qui sont censés être revenus. Les gens, plus ils en ont mangé, plus ils sous-estiment leur consommation. Et il y en a même qui disaient, il était infect, votre popcorn, je demande même le remboursement, etc. Alors que tout était gratuit. Hein. Alors, l'évolution lente des espèces, c'est Charles Darwin. Et vous avez par contre un Français qu'il faut quand même réhabiliter, c'est Jean-Baptiste Lamarck. Et Lamarck, lui, il a parlé de la transmission des caractères acquis. Donc pour la première fois, vous avez un exemple de pathologie qu'est l'obésité, où il y a une transmission de caractères acquis. L'homme est capable de s'adapter au milieu environnant et de transmettre une plus grande faculté à sa descendance de stocker de l'énergie en fonction de l'environnement dans lequel il évolue. Alors, là, il y a un exemple, et vous avez un exemple qui montre le chasseur-cueilleur qui a développé des phénotypes d'épargne. Il n'avait pas toujours de quoi manger. Et en fait, avec le mode de sédentarité, l'appauvrissement des fibres, le fait de manger des acides gras saturés, le fait d'augmenter les sucres rapides, le fait d'avoir des alimentations manufacturées, etc., et de sédentariser, ce génotype de susceptibilité qui est plus ou moins exprimé selon les individus parmi vous, permet à certains d'entre nous de développer de l'obésité. C'est-à-dire nous sommes inégaux face à cette infection. Certains d'entre nous vont devenir obèses, d'autres non. Ça, c'est inégal. Comme certains d'entre vous vont développer des hypertensions ou du diabète et d'autres non. Alors, il y a les Indiens Pima qui ont été très étudiés. Les Indiens Pima qui vivaient au Mexique et qui ont franchi le Rio Grande pour aller en Arizona. En une génération, ils sont passés à 50% d'entre eux diabétiques et à 75% d'entre eux obèses. Rien qu'en franchissant le Rio Grande, mais en adoptant les mœurs nord-américaines. Ils ont arrêté de cultiver leurs terres, etc. Et se sont retrouvés au chômage, parqués comme tous les Indiens malheureusement d'Amérique, vous savez, dans des parcs plus d'attractions qu'une réflexion. Cette diapo, je vous la simplifie au maximum, c'est toutes les substances qui stimulent l'appétit. Eh bien, les substances qui stimulent l'appétit sont beaucoup plus puissantes que les substances qui inhibent l'appétit. Dans les heures qui suivent la mise sous régime restrictif, quand vous commencez à vous priver, à partir du moment où vous commencez à vous priver, dans les heures qui suivent, vous allez développer des substances qui vont stimuler votre appétit. Une substance qui s'appelle entre autres la gréline, qui est très étudiée, ou le neuropeptide Y. Je vous passe les détails. Et par contre, les substances qui stimulent la satiété, comme l'insuline stimule la satiété, ou la leptine, qui a été découverte en 1994, eh bien, ces substances sont moins puissantes que les substances qui vous poussent à manger. Dans les heures qui suivent la mise sous régime restrictif, les gens vont développer des troubles du comportement alimentaire, ils vont commencer à lutter contre la faim. C'est la restriction, et après c'est la frustration. Et après, vous êtes dans l'intolérance à la frustration et vous craquez. Et plus vous attendez de craquer, plus vous allez culpabiliser. Et évidemment, les médecins qui vous ont mis sous ces régimes-là disent « c'est votre faute, c'est vous qui êtes responsable, c'est pas moi. Moi, je suis dans la toute-puissance. » Donc quand vous allez voir tous les pseudo-nutritionnistes, etc., ils vous renvoient à votre propre insuffisance en disant qu'eux, ils ne se remettent pas en question. C'est trop facile, ça. Alors évidemment, on parlait de l'activité physique tout à l'heure. Alors, c'est pas Nicolas Sarkozy, hein, je ne sais pas qui c'est. Mais vous voyez donc un petit peu, les gens, effectivement, il faut prendre ce que disait Marie-Jeanne tout à l'heure également, il faut retrouver le plaisir. L'activité physique ne doit pas être confondue avec le sport. Je pose régulièrement la question dans les consultations, qu'est-ce que vous faites comme activité physique ? Je ne fais pas de sport. Je ne vous ai pas posé ça comme question. Qu'est-ce que vous faites comme activité physique ? Je marche 30 minutes par jour. J'ai acheté un podomètre, petit appareil qui se met à la ceinture,
n'allez pas chez GoSport parce qu'ils ne sont pas bons en qualité, allez plutôt dans d'autres marques. Et en fait, les podomètres vous renseignent sur le nombre de pas. Et il y avait un documentaire américain qui s'appelle Super Size Me, où on voit Morgan Spurlock, qui est le documentariste, qui va chez McDo avec son podomètre. Alors il arrive chez McDo en taxi pour reproduire un petit peu le mode alimentaire et le mode de vie des Américains. En un mois, je vous rappelle qu'il mangeait 3 fois par jour chez McDo, il avait pris 11 kilos. Super Size Me, ça s'appelle. Alors, toujours dans Super Size, vous allez retrouver ça sur la diapositive qui vient, et ça c'est une diapositive très intéressante. C'est l'histoire des French fries. Alors, on a retrouvé le nom. Avant, c'était les Liberty Fries sous Bush, mais maintenant, c'est les French Fries. French Fries, ce n'est pas les frites françaises, en fait. C'est la façon dont on coupe les frites. Le French, c'est la façon dont on a coupé les frites. Donc, ça n'a rien à voir avec la France, en fait. Quand vous alliez dans un fast-food américain, dans les années 50, vous demandiez une portion médium. Il y avait 200 calories dedans. Vous retournez en 2000, demandez une portion médium, vous êtes passé à 450 calories. Quand vous allez dans un fast-food américain dans les années 60, vous demandez « je voudrais un hamburger ». On vous sert un hamburger, vous retournez en 2000, cherchez le hamburger, vous dites « je voudrais un hamburger ». C'est le même. Mais vous avez 250 calories de plus dans votre hamburger. Donc les portions augmentent. La taille de vos assiettes n'a plus rien à voir. Quand vous faites des achats, que vous achetez des assiettes, la taille des assiettes a changé. Maintenant, j'ai des patients, je leur fais prendre en photo ce qu'ils mangent. Très intéressant, avec les numériques maintenant, à l'heure du numérique, on prend en photo. Donc je leur dis, montrez-moi en photo. Et vous avez des gens qui mangent dans des plats de présentation. Vous avez des enfants de 9 ans qui vont manger la même portion que la mère et que le père. Vous avez des femmes qui vont manger la même chose que leur mari qui fait 15 cm de plus et qui est maçon. Vous voyez? Donc il y a des problèmes d'ingestion, évidemment. Il faut retrouver l'alimentation. Et quelqu'un, c'est pas une patiente, c'est une déformation, mais quelqu'un dans l'assistance me demandait comment peut-on retrouver effectivement les signaux pour remastiquer, etc. Il faut prendre votre temps, il faut manger assis, et il faut manger la juste portion. La juste portion, c'est redonner à l'alimentation sa juste place. Quand l'alimentation est là pour vous gaver, pour vous remplir, et que tant que l'estomac n'est pas rempli, c'est-à-dire tant que vous n'êtes pas comme Obélix avec ses 3 sangliers, ben évidemment vous allez vous remplir. Faites en sorte de redevenir un peu Astérix. Ça n'existe pas dans la nature. Mais par contre, ça commence à exister chez les animaux domestiques américains. 45 millions d'animaux domestiques américains, chiens et chats, sont obèses. Et vous avez 45 millions d'Américains qui le sont à peu près. Donc l'obésité n'existe pas dans la nature. L'obésité est une maladie sociétale. Les 2/3 des Américains sont en surpoids, plus de 30% sont obèses, 8% des Américains sont diabétiques, 24% va présenter un syndrome métabolique, j'y reviendrai. L'obésité est devenue en 2008 la 2e cause de mortalité derrière le tabac. Il y a une étude que je lisais avant de venir tout à l'heure qui disait qu'il y a de plus en plus d'Américains qui arrêtent de fumer maintenant. Donc l'inversion a lieu, mais ce bénéfice va être complètement contrarié par la montée en puissance de l'obésité. C'est-à-dire ce qu'on a gagné d'un côté par le tabac, on est en train de le perdre avec l'augmentation de l'obésité. Donc l'espérance de vie est en train de décroître. Alors l'épidémie, est-ce qu'on peut parler d'épidémie? On peut parler de pandémie, parce qu'on est à l'échelon mondial. Le pays le plus obèse actuellement dans le monde ne s'appelle plus l'Amérique, mais s'appelle la Chine. Donc la Chine, tous les pays, le 2e pays, c'est le Brésil qui est en train de flamber son obésité. 3e pays, l'Inde. Tous les pays à forte transition économique, rapide. Ce qu'on appelle, en fait, c'est les pays où il y a ce qu'on appelle l'acculturation. L'acculturation, c'est le côtoiement de 2 modes culturels. L'obésité n'existe pas chez tout le monde en France. Les chiffres, vous allez les voir, sont en train de s'améliorer. Mais là, c'était en 2000. On va voir les chiffres sur la diapositive suivante. Là, vous avez actuellement, vous avez tendance en fait à avoir, sur les derniers chiffres de l'étude OBEPI, qui vient de sortir en 2009, il y a 6 500 000 personnes qui sont obèses. En 97, on était à 3 millions. Donc vous me direz, 3,5 millions. Il y a 3 millions de personnes qui sont devenues obèses depuis 97. Oui, mais il y a des disparités. Et les disparités, c'est quoi? On les voit effectivement. Vous avez la région du Nord. Prenez l'ancien maire de Lille, Pierre Mauroy, c'est un morphotype quand même particulièrement obèse. Vous avez la région de l'Est, et vous avez par contre la Méditerranée et le Sud-Est qui se portaient pas si mal que ça. L'Ouest se porte très bien également. L'Ouest s'en tire bien. Je revendique toujours l'Ouest parce que je suis de Nantes. Et par contre, la banlieue parisienne, ça ne va pas du tout. Alors, il y a des disparités selon surtout votre catégorie socio-professionnelle. Ce qui protège le mieux de l'obésité, c'est le niveau
plus vous êtes CSP+, catégorie socio-professionnelle élevée, plus vous êtes épargné de l'obésité. Donc, l'amélioration et la lutte contre l'obésité passe par l'amélioration du pouvoir d'achat, clair et net. Si on veut changer les courbes, il faut améliorer le pouvoir d'achat. Ça passe par ça. Dire à des gens qu'il faut acheter des fruits et des légumes, il faut pouvoir le faire. Mais ceci dit, les gens, et on en a parlé aussi à table, ils changent leur, un petit peu d'état d'esprit, parce qu'il y a des gens qui vont mettre leur priorité dans le dernier iPhone. Ils veulent le dernier écran plat, etc. Mais par contre, ils diminuent. Vous savez que la portion consacrée à l'alimentation est en train de régresser, 13% contre 20% dans les années 70. Donc les gens mettent leur priorité ailleurs. Alors l'acculturation, vous avez quelqu'un qui, par exemple, un maghrébin, qui arrive en France, il est à haut risque d'obésité. Pourquoi? Parce qu'il va avoir son mode alimentaire familial qui l'attend le soir. Par contre, le midi à la cantine, il ne va pas manger la même chose. Et il va commencer à voir les publicités, etc. Donc à être sollicité comme passif, comme acteur futur. Donc il va commencer à modifier son mode alimentaire, il va quitter son mode alimentaire traditionnel pour acquérir et pour transformer le modèle alimentaire de son pays d'adoption. Vous prenez des Asiatiques qui arrivent en France, au danger. Vous prenez des Indiens qui arrivent en France, au danger. Donc c'est les populations migrantes de première génération qui sont surtout touchées par l'obésité actuellement. Alors vous avez un continuum, on parle d'indice de masse corporelle, je ne suis pas trop long, vous me dites. Bon, je suis trop long? Oui, bon, je vais accélérer. Alors, indice de masse corporelle, c'est le poids divisé par la taille au carré. C'est un indice qui sert de... tout le monde connaît maintenant son indice de masse corporelle, mais c'est un indice fourre-tout. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt pour vous en tant qu'individu. Vous prenez les joueurs du 15 de France, 25% d'entre eux sont obèses. Sébastien Chabal, il est obèse. Mais est-ce que vous allez faire maigrir Sébastien Chabal? Il a 8% de masse grasse. On parle d'obésité quand vous avez plus de 20% de masse grasse. Donc Sébastien Chabal, vous n'avez pas intérêt à le faire maigrir. Parce que sinon, vous allez lui faire perdre du muscle. Il ne faut pas faire maigrir tout le monde. C'est le message que je vous livre. Alors, quels sont les responsables de l'obésité? Il y a la rencontre entre l'environnement, la sédentarité, le stress fait prendre du poids, et le potentiel adipogénique. Certains d'entre nous sont plus ou moins prédisposés. Quand je vous parlais des Indiens, par exemple, aux États-Unis, les Indiens sont très touchés par l'obésité. Les Noirs sont très touchés par l'obésité. Les Hispaniques, c'est des gens dont les ancêtres ont été victimes le plus de famine, de périodes de restriction. La restriction des temps modernes a changé de nom, elle s'appelle régime maintenant. Alors, je vais peut-être arrêter, puis après, parce que sinon je vais être trop long. Les glucides, le stockage du sucre. Alors, on parlait du sucre. Est-ce que le sucre est responsable de l'obésité? Non. Je vous mets 10 morceaux de sucre sur la table, vous êtes incapable de les manger. Par contre, le sucre pris dans les boissons liquides, je vous mets les 10 morceaux de sucre dans de l'eau, vous allez le boire, et vous aurez mangé les 10 morceaux de sucre que vous auriez été incapable de manger sous forme dure. Donc les boissons liquides, méfiance. Les glucides, on ne va pas les stocker. Impossible. Vous avez 400 grammes de glucides stockés sous forme de glycogène dans les muscles et dans le foie. Ça vous fait 1600 calories. 1600 calories, vous avez à peine de quoi tenir une journée. Ce qui vous explique l'effort qu'ont les sportifs de haut niveau et qui vont solliciter un effort brutal. Par exemple, quand ils font le 100 mètres, à 110 mètres, ils s'écroulent. Ils font leur effort sur 100 mètres parce qu'ils sollicitent leur glycogène. Mais au bout de 100, ils sont formatés pour ça. Mais ils n'ont pas le même profil que les marathoniens. Bien que Stephen Bolt, je crois qu'il s'appelle Usain Bolt, il n'a pas le même profil. Il est complètement atypique, lui. Alors, les protéines, vous allez en stocker 8 à 15 kilos. Les protéines, ça vous représente 30 000 calories à peu près. Par contre, les lipides, le problème, c'est que c'est illimité. Illimité, ça vous fait jusqu'à 200 000 calories. 200 000 calories, ça vous fait 3 mois. Comment on a étudié ça, en fait? Malheureusement, avec des grèves de la faim, par exemple, il y a eu un film, il y a un an, justement, qui s'appelait Hunger, qui retraçait la vie de Bobby Sands, la mort de Bobby Sands, qui était le résistant de l'IRA, et qui est mort dans les geôles britanniques à la fin des années 70, et qui est mort au bout de 3 mois d'agonie, et il ne mangeait plus rien, il était simplement perfusé. Donc il a tenu 3 mois, malheureusement pour lui. Voilà, alors ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a 3 types d'obésité, de répartition de graisse. Vous avez une répartition qui est sous-cutanée, c'est ce qui prend la tête aux femmes, c'est la répartition au niveau des poignées d'amour, ou les hommes aussi, vous voyez? Et vous avez la graisse derrière les muscles abdominaux qui s'appelle le tissu adipeux viscéral. C'est celui-là dont il faut se méfier. Et comment peut-on examiner notre tissu adipeux viscéral? On ne va pas se faire un scanner à tous, vous imaginez le coup.
on va mesurer le tour de taille. Donc il faut systématiquement maintenant que tous les médecins prennent le tour de taille de tous les patients. Et alors grosso modo, c'est entre la dernière côte et l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est-à-dire vous avez au-dessus de... Donc c'est à peu près, c'est pas l'ombilique, hein, parce que plus vous prenez du poids, plus l'ombilique il tombe. Donc c'est pas un bon référent. Donc vous prenez à peu près la 5e vertèbre lombaire, c'est à peu près quand je suis de profil, et vous faites la circonférence. Et chez l'homme, il ne faudrait pas dépasser 100 cm, je simplifie, et chez les femmes, il ne faudrait pas dépasser 88 cm. Au-delà, les risques de développer des maladies cardiaques, diabétiques augmentent considérablement. Et vous avez sinon une obésité périphérique au niveau des hanches et des fesses qui n'est pas dangereuse. Ceci dit, elle peut exposer à des phlébites, des choses comme ça, mais surtout, vous risquez surtout des problèmes locomoteurs. Donc il faut mieux être en forme de poire comme font les femmes qu'en forme de pomme comme font les hommes. C'est-à-dire que nous, en consultation, on n'a pas suffisamment d'hommes qui viennent consulter. Or, nous, les hommes, on est plus à risque. On a dit tout à l'heure pourquoi sur certaines choses. Je vais arrêter là parce que sinon je suis très bavard. Il y a encore 200 diapos. Merci. Donc, comme le temps avance, je vais donner directement la parole à la salle et les autres intervenants auront l'occasion, je crois, de répondre aussi donc, sur ces questions qui nous touchent tous. Voilà, donc s'il y a des questions dans la salle, allez-y, c'est le moment. Monsieur, oui. Le chercheur en IRA nous a fait l'éloge des OGM dans l'agriculture. Et le docteur Cocolle nous a dit tout à l'heure que les OGM avaient tendance à modifier l'ADN. Alors, quel est le rapport? Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur ce problème? Je ne suis pas cancérologue, hein, donc je ne me permettrai pas après. Il y a des mutations qui ont été... la mutagénèse au niveau cellulaire qui a été signalée. C'est-à-dire qu'il y a des modifications de l'ADN qui ont été signalées avec des agents, ce qu'on appelle génotoxiques, c'est-à-dire qui vont être toxiques sur notre génome. Donc, et ça peut se faire au cours de notre vie. Donc, ce que disait Jean-Paul Jau, parce qu'il parlait effectivement de son cas personnel, mais il est possible effectivement que son mode alimentaire ait pu interférer avec ça. Est-ce que c'est ça la seule raison? Je suis incapable de dire, et ça serait présomptueux de dire que c'est uniquement les OGM, loin s'en faut. Sur les OGM, pour l'instant, on n'a pas assez de recul par rapport à d'autres produits. Et ça veut dire que c'est là où le principe de précaution s'applique. Ça veut dire que comme on n'a pas de recul pour des questions de santé environnementale, la question qui se pose, c'est de savoir s'il faut les introduire dans l'alimentation de façon aussi rapide qu'on est en train de le faire. Je crois que la personne ce matin ne faisait pas l'éloge des OGM, elle voulait simplement, par un côté, disons, très scientifique, montrer que peut-être ça faisait partie du progrès de l'humanité. Mais moi, avec des réserves. Voilà. Oui, sur les OGM, ce matin, vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez prêté attention, au tableau, un des tableaux qui était montré justement par le chercheur de l'INRA, sur les expériences, les expérimentations. Les expérimentations les plus longues s'élevaient à 3 mois. Or, c'est insuffisant. On ne peut pas, sur 3 mois d'expérimentation, tirer des conclusions sur la dangerosité des OGM ou pas. C'est au moins 2 ans. Or, il n'y a aujourd'hui, enfin, que je sache, peut-être vous me contredirez, il n'y a eu aucune expérimentation de 2 ans ou plus, l'idéal c'est 2 ans et demi, 2 ans sur les OGM, sur des animaux de laboratoire. Non, il n'y a pas eu, je dirais même 2 ans me paraît court pour des questions aussi compliquées. On le voit pour certains cancers, certains pesticides, c'est pas 2 ans, c'est au bout de 10 ans d'accumulation de produits qu'on s'en aperçoit. Je peux peut-être apporter une petite précision sur les aliments que nous achetons, que nous consommons tous les jours. Pour l'instant, dans les produits directement, on n'a pas d'OGM parce que, d'ailleurs, comme il y a une obligation d'étiqueter, vous pouvez regarder les étiquetages et vous verrez bien. En revanche, on en consomme par l'alimentation animale. C'est-à-dire que c'est là, pratiquement,
tout le bétail est élevé avec du soja OGM. Et c'est par cette alimentation-là que nous consommons des OGM indirectement. En France, je parle en France, et même plus généralement en Europe. Ce n'est pas le même cas ailleurs. Hein. Oui, madame. Vous avez, monsieur, ce matin, effleuré le problème de la respiration. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Quelle serait une respiration qui pourrait nous amener à une meilleure santé? Alors la respiration abdominale. Et en plus on parlait du tour de taille tout à l'heure. Plusieurs effets à la respiration abdominale, puisqu'on respire assez mal finalement. Seuls les sportifs de très haut niveau et encore dans certains sports savent parfaitement respirer pour avoir un rendement optimal. Nous, moins. La respiration abdominale, c'est un travail en expiration, c'est-à-dire au moment où on souffle, on expulse l'air par un muscle qui aide, pour simplifier, qui est sous les abdos, qui s'appelle le transverse, et qui aide la poussée sur les viscères. Donc il a un double effet. Il a un effet de, puisqu'on parle d'alimentation, digestion, etc., il a un effet de massage, brassage déconstipant, dégonflant du système digestif, si la respiration est faite au bon moment et de bonne façon. Et deuxièmement, il y a un effet de tension de ce muscle, donc de resserrement, donc de gainage, donc de diminution du périmètre de tour de taille, à la différence des abdominaux superficiels qu'on travaille depuis des millions d'années, surtout aux États-Unis, avec peu de résultats. Le gainage profond sur respiration est très efficace. Vous voulez que je vous l'explique plus en détail? Comment le faire? Faites une démonstration. Marceau aimerait que je m'allonge par terre, mais je ne le ferai pas. Alors, on peut le faire, très important comme sujet. On peut le faire assis, allongé, debout. On peut le faire, plus vous le faites, plus vous aurez d'efficacité. Plus souvent vous le faites, plus ce sera efficace sur la réduction du tour de taille et le resserrement du ventre. Notamment parce que c'est le seul exercice qui ne nécessite pas d'échauffement. Il n'y a pas de difficulté. Donc on peut le faire sur le scooter, dans la voiture, au bureau, etc. Inspiration en gonflant le ventre, 5, 6, 7, 8 secondes. Donc vous inspirez, vous prenez l'air, vous imaginez que l'air rentre, donc qui remplit le ventre. Imaginez la chose. Et vous soufflez en rentrant le ventre, le plus profondément possible, non pas en le serrant, mais en le rentrant au maximum. Et à la fin de la rentrée du ventre, pendant pareil 5 à 8 secondes, à la fin de la rentrée du ventre, vous serrez le ventre. On a l'impression que vous avez un plancher abdominal gainé, serré. Quand on sait que l'efficacité de cet exercice-là, sur plein de choses, et l'idéal, ce serait d'en faire plus de 20, 25, 30 par jour, à tous les moments de la journée. Pas besoin d'échauffement. Ce qui ferait à peu près, à 30 par jour, ça fait à peu près 10 000 par an pour un exercice. Bon rapport qualité-prix là. Parce que du coup, vous vous retrouvez, on voit des gens qui touchent absolument pas leur épaisseur graisseuse, sous-cutanée graisseuse, et qui ont resserré, resserré, resserré. Ils n'ont rien changé d'autre, hein. Ils n'ont fait que des respis. Hein. Simplement, ils ont gagné une grosse taille, rien que par cet exercice. Ça répond à votre question? Il faut une démonstration maintenant. Non, je te vois venir. Non. Vous voulez une démonstration ou pas? Oui. Donc j'en ai rêvé, Laurent Petit va le faire. Allez, on l'applaudit, il faut lui donner du courage à ce garçon. Oui, vraiment, waouh. Donc, allongé. Ici. La caméra est sur l'écran là-haut. Donc, tête posée. Ça vous oblige à vous baisser. Tête posée, main sur le ventre pour contrôler. Surtout pas les genoux en haut, sinon vous bloquez vos abdominaux. Vous inspirez en gonflant le ventre, donc gros ventre, en temps réel. Et vous soufflez en rentrant. Rentrez, rentrez, rentrez. Et à la fin, vous serrez. Et on repart. Il y a un effet cambrant quand vous gonflez qui n'est pas bien grave parce que les genoux sont pliés, pas de danger pour le dos. Il y a un décambrant quand vous basculez, ce qui est une bonne chose pour la colonne lombaire. Voilà. Quand vous pouvez, vous le faites. Ça peut être ici, ça peut être... Merci. Ça
peut être assis, ça peut être en voiture, au bureau, etc. On peut l'applaudir. Merci. Une autre question dans la salle? Oui. Non, moi, je voulais juste dire pour l'histoire des 3 mois, je ne veux pas du tout me faire l'avocat des OGM, loin de là, mais juste, il précisait que c'était sur les rats, les 3 mois, et que la durée de vie d'un rat, c'est 2 ans. Donc 3 mois, c'était déjà beaucoup. C'est juste ce qu'il disait au déjeuner tout à l'heure, et je trouve qu'il n'est plus là pour pouvoir se défendre ou en tout cas remettre une réalité. Donc c'était juste ça. Non, mais c'est le protocole de l'AFSA, hein, c'est pas son protocole à lui. Donc je pense que c'est vrai que c'est très court et c'est pas sur plusieurs générations parce que on ne sait pas comment ça peut se passer sur plusieurs générations d'animaux. Donc je pense que, je redis ce que je dis. On a une connaissance très faible sur une nouvelle technique qui a probablement des potentialités intéressantes, hein, parce que si on peut faire de l'insuline avec des plantes et donc baisser le coût de certains médicaments, etc., il ne s'agit pas de nier la capacité de progrès technique, simplement de soulever le risque et l'absence d'études, je dirais, à long terme sur cette nouvelle technique. Je pense que c'est juste ça, avec un protocole AFSA qui est à minima actuellement, parce que les grandes firmes qui ont investi beaucoup d'argent dans cette nouvelle technique cherchent à rentabiliser au plus vite l'argent investi. Et donc voilà. Il n'y a pas d'attaque sur la personne. Je pense qu'il avait un discours, c'est pour ça que je dis, de scientifique, clairement précis sur la façon dont se déroulait le processus. Comment est-ce qu'on doit tout changer de notre alimentation pour éviter de grossir? On prend le maximum de poids dans notre vie, c'est entre 55 et 65 ans. Donc il est normal qu'une femme à 60 ans ait plus de poids qu'à 20 ans. Si vous avez le même poids qu'à vos 20 ans, vous avez forcément perdu de la masse musculaire et vous avez forcément pris du gras. Ce qui prime avant tout, et je rejoins Laurent Petit, c'est votre tour de taille, hein, on le répète, d'accord ? Il faut mieux être un obèse tonique qu'un non-obèse sédentaire. Donc il y a des gens en fait qui ont un poids apparemment normal. Je n'ai pas montré les diapos, mais il y a des diapos là-dessus qui sont très clairs, qui ont été faites chez des rats là aussi, et des souris, mais qui montrent qu'en fait des personnes qui prennent au niveau du ventre et qui ont un poids normal, il faut les faire maigrir, parce que ces personnes-là sont plus à risque. C'est ce qu'on appelle des obèses de poids normaux. C'est une entité, bon, vous ne retenez pas le terme parce que ce n'est pas un terme médical, c'est une entité qui a été définie comme ça. Et vous avez des obèses, par contre, qui ont un tour de taille excellent et qui sont en bonne santé. Je voudrais vous parler d'obésité et je voudrais intervenir parce que tout à l'heure, vous avez signalé votre penchant pour le cinéma, vous êtes cinéphile, et vous avez évoqué les bonbons Haribo. Les bonbons Haribo sont vendus dans tous les cinémas de France et malheureusement, on est dans une situation absolument incroyable, c'est que certains cinémas gagnent plus d'argent en vendant les bonbons, style Haribo, plutôt qu'en faisant des entrées pour les films. Bien sûr, en plus, ces gens-là ont un mérite, que souvent ce sont les cinémas d'art et d'essai, et pour arriver à vivre, ils sont obligés de vendre, vous avez évoqué les pop-corn, mais ces bonbons Haribo. Et il se trouve que les bonbons Haribo sont à Uzès. Uzès, c'est dans le Gard, c'est à quelques kilomètres de Barjac. Et il s'est trouvé que, au cours de l'année où j'ai tourné Nos enfants nous accuseront, l'animateur du centre aéré a décidé d'emmener les enfants, donc le mercredi, visiter le musée du bonbon, parce que, ça encore c'est très limite, il y a officiellement annoncé sur les panneaux de circulation « Musée du bonbon ». Point. Or, ce musée du bonbon est au cœur de l'usine Haribo. C'est un tout petit musée, toute petite pièce, et les enfants, quand ils vont dans ce musée, ont un passage incontournable, qui est le supermarché du bonbon à la sortie.
Et ils ressortent avec des sacs pleins de bonbons de toutes les couleurs. Or, je ne sais pas si vous savez de quoi sont faits les bonbons Haribo. C'est particulièrement pas ragoûtant. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous prenez, et ce qu'a fait Perico Légas avec les enfants, il a pris les paquets de bonbons que les enfants ont achetés et il a regardé tous les constituants, notamment, messieurs, des molécules chimiques de synthèse, les colorants, les émulsifiants, les exhausteurs de goût. C'est abominable, c'est-à-dire ce sont des produits qui génèrent les cancers, des allergies, hyperactivité, voilà. Et la liste est longue. Et alors, je voulais le mettre dans le film, et puis mon conseil m'en a dissuadé en disant c'est délicat, vous risquez d'avoir des ennuis avec Haribo. Mais je n'ai pas pu résister, je peux vous dire que je l'ai mis dans le bonus du DVD, parce que je trouve que c'est un devoir d'informer les gens, les parents, sur ce que sont ces bonbons Haribo. J'apporte juste un petit complément. Il se trouve que je connais bien Uzès et cette escroquerie, à mon sens, qui est le musée. Oser s'appeler un musée du bonbon, parce que de musée, il y a effectivement 3-4 panneaux qui montrent un peu l'histoire, parce que Haribo, c'est aux 6 ans, c'est tout ça, un peu l'histoire de Réglisse. Et on sent que c'est vraiment fait pour déboucher sur l'immense magasin où on vend, évidemment, parce que c'est pas gratuit en plus, hein, donc où les parents ressortent avec des tas de bonbons. Bon, en tout cas, les enfants, ils y vont pas tout seuls dans ces musées. Moi, je suis toujours frappée de voir le nombre de voitures. Il n'y a pas que ça comme attraction à Uzès, c'est une petite ville magnifique et on peut aller faire plein de choses à Uzès et ailleurs. Certes, c'est la première activité, hein, c'est une activité importante de la ville, mais enfin, si personne n'allait au musée, il serait bien obligé de fermer ses portes. Oui, oui, moi je voulais que vous disiez un mot sur d'autres dérives alimentaires. On a beaucoup parlé de l'obésité et c'est vrai que c'est un problème de santé publique majeur, mais il y en a d'autres qui sont un peu moins fréquentes. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, que sont la boulimie, l'anorexie. Alors, l'anorexie, les chiffres sont stables en France, donc ça évolue pas beaucoup. Je ne vais pas vous dire les chiffres, je n'ai plus en tête les chiffres, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais enfin, c'est un très faible pourcentage. L'anorexie est une maladie de pays riches. Vous n'avez pas d'anorexique dans les pays africains. Donc un pays en Inde, vous n'aurez pas d'anorexique. Vous aurez l'anorexie simplement quand vous accédez à un certain niveau économique. Donc là, par exemple, la population noire américaine qui s'enrichit, on commence à observer des cas d'anorexique dans les familles maintenant. Ce qui était, c'est plutôt féminin ? Alors c'est 95% de filles, 5% de garçons. Quand c'est une maladie qui requiert quand même un soutien psychologique indispensable. Bon, l'anorexie, malheureusement, est vantée. Et là, c'est toute la responsabilité. On en a déjà parlé longtemps, mais moi, je trouve que, par exemple, les grands chefs de couture, les grands couturiers français sont en grande partie responsables. Quand j'entends Karl Lagerfeld, pour le nommer, Karl Lagerfeld est quand même quelqu'un qui a des troubles du comportement alimentaire. Bon, je sais certaines choses sur lui, je ne vais pas en dire plus, mais qui a des troubles du comportement alimentaire patents, qui a maigri de façon extrêmement importante, qui, dans son bouquin qu'il avait fait il y a quelques années, Le régime Lagerfeld, prône la maigreur, parce qu'il parle de l'indice de masse corporelle minimal qu'il faudrait faire, il le situe à 18. 18, c'est la maigreur. La normale, c'est 18,5. Donc, il revendique la maigreur comme faisant partie des attributs. Récemment, il a encore décliné une fille en lui disant qu'elle était trop grosse pour 4 kilos, et la fille a commencé à refaire un régime, etc. Donc, les mannequins en France sont quand même soumis à des pressions. Après, il y a la responsabilité de toutes les photos qui sont retouchées. Vous savez, Photoshop maintenant dans tous les magazines féminins, etc. Bon, je trouve que là, il y avait une commission il y a quelques temps où on discutait un petit peu de ça, de tous les sites Proana et de toutes les tendances, un petit peu comme quoi il fallait légiférer un minimum, je trouve. Ça n'a jamais été fait. Il y a peu de temps, j'étais tombé sur une publicité Dolce Gabbana avant d'aller voir, c'est il y a quelques temps, avant d'aller voir un dessin animé de Walt Disney. Il
Il y a une publicité Dolce Gabbana, on voyait 2 filles lesbiennes qui s'embrassaient dans un ascenseur et qui étaient en maigreur absolue. Alors, je veux dire, avant un film pour gamins où les gamins sont obligés d'arriver avant l'heure parce que sinon il n'y a pas de place, je veux dire, ça pose des problèmes. Vous voyez, on revient sur le cinéma, les publicités qui passent avant les films, je trouve ça... et j'étais le seul à téléphoner à l'époque au bureau de vérification de la publicité pour me plaindre de cette publicité. J'aurais demandé, il y a combien de parents qui ont appelé? Vous êtes le seul. Je trouvais ça atterrant. Donc, bon, pour revenir sur l'anorexie, les chiffres sont stables. Il faut un soutien psychologique. Il y a une question là-bas, oui. Et puis après une autre, madame, oui. J'ai lu, je ne sais où, un article concernant l'obésité des Indiens d'Amérique. Il prétendait que ces Indiens ont un métabolisme très différent du nôtre, ce qui leur a permis pendant des siècles de vivre avec une ration bien inférieure à la nôtre. Vous aviez la diapo, je vous ai montré la diapositive, oui. Des Indiens, entre autres Pima, la tribu Pima, qui est très étudiée par les médecins, parce que je vous ai montré que 50% d'entre eux, en changeant leur mode alimentaire, sont devenus diabétiques en une génération, et 75% d'entre eux sont devenus obèses, oui. En une génération, simplement en changeant. Et ces Indiens, chez leurs ancêtres, ont été soumis à des restrictions effectivement extrêmement sévères, liées à des privations, etc. Ce qu'on retrouve chez les Afro-Américains qui ont traversé l'Atlantique dans les conditions qu'on connaît avec le triangle d'ébène, etc. Et donc, ces gens-là sont plus à prédisposition maintenant, dans un monde favorisant la prise de matières grasses, etc., de stocker plus facilement. Mais l'article en déduisait qu'il y avait un facteur génétique, pour ne pas dire racial. Oui, parce que je vous ai dit que c'est la rencontre d'un environnement et d'une prédisposition adipogénique, d'une prédisposition génétique. Certains d'entre nous sont plus formatés à développer ces maladies que d'autres. Merci. Oui, madame. J'ai vu que vous faites toujours une différence entre faire la fête et manger ce qui est bon pour la santé. Et pour moi, pratiquement, j'adore manger ce qui est bon pour la santé. Par exemple, mon plat préféré, c'est des pommes de terre en robe de champ. Et je ne me prive pas de beurre, de crème quand j'ai envie. Et la seule chose qui fait vraiment mal, d'après mon expérience, ce sont les sucres rapides. Alors, quand je grossis, je dois supprimer les gâteaux et les sucreries. Et autrement... Vous confondez, excusez-moi madame, vous confondez sucre rapide. Quand vous parlez des gâteaux, je suis désolé, c'est du gras sucré, c'est pas du sucre. C'est du gras sucré. Il y a du sucre rapide dedans aussi. Bien sûr, c'est le goût sucré. Alors, ouais. Alors, on peut aimer les légumes, les fibres, tous ces trucs naturellement. Et encore autre chose, je suis quand même une personne âgée, j'ai 82, et je suis en bonne santé et je fais chaque année un bout de Compostelle. Et je pense ce qui est très important pour la santé, c'est la motivation. Donc, la gym de kiné que j'ai eue à 50 ans, quand j'ai eu très mal au dos, je la continue, mais le but, c'est simplement pour pouvoir continuer à faire mes aventures. Alors, je pense... Pour avoir la bonne santé, il faut une motivation autre, ce n'est pas un but en soi. Voilà. Merci. En tout cas, vous avez l'air en pleine forme et de prendre la vie du bon côté. Une question, monsieur. Pouvez-vous nous donner, disons, le lien qu'il peut y avoir avec l'alimentation et les allergies qui apparaissent apparemment de plus en plus? Alors, il y a beaucoup d'allergies qui apparaissent, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, on a tendance maintenant à vouloir tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes maintenant qui veulent manger du melon au mois de février ou qui veulent manger des fraises en février. Donc les fraises, on parlait de la taxe carbone tout à l'heure, bon, les fraises au mois de février, vous doutez bien qu'elles viennent d'outre-Atlantique. Et donc ça, c'est une aberration. Donc beaucoup d'ORL ou d'allergologues vous diront déjà qu'il faut respecter la saisonnalité.
C'est extrêmement important. Sinon, vous allez favoriser l'émergence, effectivement, des allergies alimentaires. Il y a les allergies qui sont fréquentes chez les enfants à l'arachide, à l'œuf, etc., s'estompent normalement avec l'âge. Mais après, vous avez d'autres allergies. On peut rencontrer toutes sortes d'allergies. Moi, j'ai eu des patients qui étaient allergiques au paprika, au poivron. Après, ça pouvait être à certains fruits de mer. Après, au saumon fumé ou cru, mais pas cuit, etc. Donc, on voit toutes sortes d'allergies. Donc, on peut être allergique à tout. Alors, attention à ne pas confondre également. Certains me parlent d'allergie au lactose et confondent avec les intolérances au lactose. Les intolérances au lactose sont fréquentes. Donc, et c'est vrai qu'on remet en cause actuellement, par exemple, les produits laitiers. Dans les maladies rhumatologiques, par exemple, donc des maladies inflammatoires. Donc il y a certains qui font des évictions et on se rend compte que ça peut améliorer certains patients en ayant fait des évictions de produits laitiers. Je ne dis pas qu'il faut arrêter les produits laitiers, je dis qu'il faut faire un bémol. Il y a beaucoup de pression en France quant à manger les produits laitiers, vous le savez, parce qu'on a un fer de lance quand même de l'industrie nationale qui s'appelle Danone. Donc, derrière, vous avez, il y a un centre d'études de recherche d'information nutritionnelle qui était financé par ce qu'on appelait le CIDIL, c'est-à-dire le centre des industries laitières. Et donc, il y a beaucoup de pression là-dessus quant à manger les fameux 3 produits laitiers par jour. Les Japonais, je vous rappelle qu'ils n'ont pas moins d'ostéoporose que nous, ils ne mangent pas du tout de produits laitiers, mais ils consomment par contre beaucoup d'algues qui sont très riches en calcium. Quand vous mangez des makis, il y a une algue qui est le wakame, je crois, et qui est très riche en calcium. Peut-être un complément sur la montée des allergies alimentaires. C'est vrai qu'il y a apparemment, d'après ce que je sais, il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer la montée des allergies alimentaires, et en particulier chez les enfants. Et une des explications qui est donnée, c'est aussi des régimes diversifiés chez les tout-petits, beaucoup trop tôt, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une génération qui, sous les bons conseils des nutritionnistes, donnait par exemple des pédiatres, dès l'âge de 2 mois, commençaient à donner à manger aux enfants. Enfin, moi personnellement, mon premier enfant a été élevé comme ça, c'est-à-dire à 2 mois, il était de bon ton, de commencer la viande, le fromage, etc. Or maintenant, vous voyez bien que les pédiatres de maintenant prônent que du lait et si possible du lait maternel, au moins pendant 6 mois, rien d'autre. Donc il y a, alors, est-ce qu'il y a des effets de mode? Il y en a sûrement, il y en a de toute façon, mais c'est aussi une des explications de ces nouveaux régimes pour les bébés, que du lait maternel si possible pendant le plus longtemps possible, c'est aussi à cause de la montée des allergies alimentaires. Alors, on a une question ici d'une dame timide, alors je vais me faire son interprète. Demande si au niveau de l'alimentation, le lien avec l'acné juvénile, est-ce qu'au niveau de l'alimentation des adolescents, est-ce qu'il y a des aliments qui déclenchent plus d'acné ou moins d'acné? Oui, il y a le chocolat, on a une alimentation trop grasse de temps en temps, mais je crois qu'il y a certaines prédispositions, mais ça serait effectivement des aliments plutôt gras, comme ça. Donc n'oubliez pas, le chocolat, c'est gras, hein. C'est un aliment gras, sucré. Une autre question, une dernière question. Je voulais juste dire, pendant que j'y pense, parce qu'on ne m'a pas posé de question sur les compléments alimentaires. Et les compléments alimentaires, déjà, il est hors de question qu'on en prenne systématiquement. Parce que ça, ce sont des denrées alimentaires. N'oubliez pas que les compléments alimentaires, ce sont avant tout de l'alimentation, mais à dose concentrée. C'est la dose qui fait la toxicité. Vous pouvez avoir une toxicité avérée avec des compléments alimentaires. La vitamine E, qui pendant longtemps était prescrite de l'argamanus sous forme de Toco 500, alors tout le monde prenait du Toco 500, ben en fait il s'agit d'un agent, si vous prenez en plus de la vitamine E sans vitamine C, c'est complètement aberrant, c'est un non-sens, parce que la vitamine E est régénérée par la vitamine C, et en plus le Toco 500 s'avère qu'il peut être extrêmement nocif et développer des cancers du poumon. Donc chez certains types de patients, les compléments alimentaires sont complètement contre-indiqués chez tout fumeur. Si vous êtes fumeur, ne prenez jamais de compléments alimentaires, vous risquez de majorer votre risque de cancer du poumon. Jamais de compléments alimentaires chez un fumeur. Et si vous en prenez parce que vous pensez que ça vous dope, ce qui est un effet placebo, hein, si vous avez l'impression qu'en prenant ça, vous allez mieux, que vous allez lutter contre la grippe A, etc., vous ne dépassez pas 2 mois, 3 mois par an, grand maximum. Mais hors de question de renouveler vos prescriptions, etc.
N'oubliez pas que, je suis désolé de le dire, mais les pharmaciens sont devenus des épiciers. Quand vous entrez dans une pharmacie, c'est plus du tout une pharmacie maintenant. Ça tient lieu d'épicerie. C'est dommage. Bon, j'ai des amis pharmaciens, mais bon, vous avez tous observé à quoi ça ressemble maintenant une pharmacie. Pour continuer sur cette question des compléments alimentaires, les compléments alimentaires, c'est une variété très importante de produits. Vous avez aussi bien les vitamines que des gélules qui prétendent favoriser le sommeil ou la mémoire, etc. Donc il y a énormément de variétés de produits. On en consomme de plus en plus. Hein. C'est un marché qui est très lucratif et qui se développe énormément. Et ils ont le statut d'aliment. Hein. Donc Arnaud Cocolle parlait de pharmacie. On en trouve en pharmacie, mais on les trouve aussi. Ils ont tout à fait le droit d'être vendus dans les supermarchés, n'importe où, hein, ou dans les parapharmacies. Donc il faut à la fois se méfier de ce dont vient de parler Arnaud Cocolle, mais également d'une part des associations de compléments alimentaires, c'est-à-dire de prendre des cocktails comme ça à des dosages qui sont parfois complètement faux. Et aussi, un des problèmes avec les compléments alimentaires, c'est que comme ils ont le statut d'aliments et pas de médicaments, hein, c'est d'ailleurs ça c'est sur ce statut ambigu qu'ils jouent, ils ne sont pas, d'une part, les fabricants ne sont pas obligés, comme pour les médicaments, de prouver l'efficacité de ce qu'ils avancent. Le fait qu'ils soient considérés comme des aliments, ils vont être concernés par le règlement sur les allégations santé dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ils vont avoir le droit d'apposer toutes les allégations, sauf de revendiquer des actions thérapeutiques. Ça, même les aliments n'ont pas le droit de le revendiquer, justement, contrairement aux médicaments. Mais donc, le fait que les compléments alimentaires soient aliments, les fabricants n'ont pas approuvé ce qu'ils avancent. Par exemple, quand ils disent ça favorise la mémoire, etc., ils ne sont pas obligés de prouver. Et puis également de faire toutes les études pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Ils n'ont pas besoin d'avoir une AMM comme doivent l'avoir les médicaments. Et du coup, il n'y a pas toutes les études nécessaires qu'il faudra avoir, en particulier des effets secondaires. Et donc, il y a en particulier sur certains compléments alimentaires qui sont censés faire maigrir, etc., il peut y avoir soit des revendications qui ne sont absolument pas justifiées, ou bien justifiées, par exemple la caféine, tout ce qui est pour l'amincissement, c'est prouvé en éprouvette, mais ça ne veut pas dire que dans des gélules, ça va avoir cet effet-là, etc. Il peut y avoir des effets secondaires, et il y a eu des cas, des accidents récemment qui l'ont montré, parfois très graves. Donc il faut faire très très attention. Alors c'est vrai que normalement le pharmacien est là pour conseiller, mais bon, il peut même pas connaître lui-même la variété de tous ces produits-là. Le mieux c'est de les éviter, ou bien dans certains cas se faire conseiller par un médecin. Oui, il faut des prises de sang. Il faut évaluer sur des prises de sang. Si vous faites des bilans de stress oxydatif aussi, c'est ininterprétable à l'échelon individuel. Donc c'est des bilans qui généralement partent en Belgique, etc., qui coûtent une fortune. On ne sait absolument pas les traduire à l'échelon individuel. Ça fait l'objet de recherches. Mais certaines personnes parmi nous peuvent bénéficier de compléments alimentaires quand même. Des gens, par exemple, qui ont eu des cancers, des gens qui ont de la bedaine, dont je parlais, de l'obésité abdominale, des gens qui ont eu de la chirurgie de l'estomac. Donc ces gens-là peuvent, à partir du moment où il y a des déficits constatés par les prises de sang, bénéficier de compléments alimentaires. Mais sinon, pas en dehors de ça. Merci. Bon, je crois qu'on est arrivé au terme. Donc, juste une petite précision. Voilà, qu'en est-il précisément de la prise régulière de vitamine C, qui ne peut pas être considérée véritablement comme un complément alimentaire ni un médicament? La vitamine C, ça fait partie des compléments alimentaires. Si vous prenez trop de vitamine C, vous allez non pas avoir un effet antioxydant, mais au contraire pro-oxydant, c'est-à-dire que vous allez accélérer le vieillissement cellulaire de vos parois. Merci pour toutes ces précisions. Donc, je vais demander à chaque intervenant un petit mot de conclusion sur l'ensemble de cet après-midi, donc notre alimentation et la santé. Je vais commencer par Jean-Paul Jaude. En vous écoutant, là, et puis en faisant un petit peu le point sur ce qui s'est passé cet après-midi, tout à l'heure, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un petit bébé qui naît aujourd'hui,
avec 300 substances chimiques dans le sang de son cordon ombilical. Voilà, donc on n'a qu'une chose à faire, c'est lui souhaiter bonne chance. Merci. Moi, en conclusion, je voudrais simplement qu'on médite sur notre société qui est remplie de paradoxes. On n'a jamais eu autant d'abondance alimentaire. On est pressé de toutes parts par le marketing et la publicité de consommer, de manger. On est de plus en plus obèse parce que les chiffres de l'obésité le montrent, ils viennent d'être publiés. L'obésité a progressé dans notre pays, qui a été pendant longtemps épargné par rapport. Il a mis du temps à se mettre à l'américanisation de la société. Notre pays, ben on y est. Et puis en même temps, qui prône la maigreur et la minceur. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça parce que ces paradoxes-là sont quand même très préjudiciables, et en particulier pour les enfants, parce que c'est maintenant à eux qu'il faut penser. Merci. Alors, quant à moi, je suis comme vous, j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Pensez, comme je vous l'ai dit au début, à ne pas rendre l'alimentation triste, mais là on est tous d'accord, en lui apposant des adjuvants, des compléments qui sont simplement de régler votre mode de vie de façon à pouvoir vous faire plaisir. Et ça passe par plein de conseils, par l'hydratation, par le sport, etc. Réglez votre métabolisme, rendez-le brûleur et non pas stocker. Merci. On parlait du paradoxe, et pour introduire peut-être le débat de demain, vous avez 800 millions de gens qui crèvent de faim, vous avez 1 milliard 200 millions, 300 millions à peu près de gens qui sont en surpoids et en obésité, donc c'est un petit peu le paradoxe. Vous avez 40% de l'alimentation américaine qui est jetée, c'est-à-dire 40% de l'alimentation disparaît en trop-plein, etc. Donc il y a des problèmes, effectivement, on est dans un monde complètement schizophrénique et qui ne va pas bien. Et on est dans l'alimentation zapping également, c'est-à-dire que les gens ils veulent tout de suite, donc c'est un petit peu, on veut le dernier écran plat, on veut le dernier iPhone, etc. On est dans cette société consumériste, donc je pense que la crise, j'espère qu'elle aura au moins ceci de bon, c'est qu'elle nous permettra de retrouver un petit peu le goût et les valeurs de certaines choses. Et en conclusion, pour rejoindre Laurent Petit, faites-vous plaisir, c'est-à-dire, moi j'interdis jamais rien à mes patients, donc mangez de tout, faites-vous plaisir, et donc madame, elle est dans le vrai aussi quand elle disait qu'elle se faisait plaisir comme ça, il faut absolument le plaisir avant tout, donc il est interdit d'interdire, tombez pas dans les régimes restrictifs s'il vous plaît. Merci, je crois que c'est ça le mot de la fin. Moi l'impression que j'ai, c'est qu'on a parlé beaucoup de difficultés, de problèmes, de pesticides, d'obésité, mais que finalement, avec un petit effort et peut-être quelques petits changements, on peut très bien consommer, se faire plaisir en mangeant tous les jours avec les produits, peut-être des produits bio, peut-être d'autres fois des produits pas bio, mais très facilement. Et je crois que c'est ça la leçon moi, que je retire d'aujourd'hui. On peut quand même avoir une bonne alimentation avec beaucoup de plaisir. Voilà, et donc demain, on va continuer sur d'autres problèmes, je dirais peut-être plus importants encore, donc parler le docteur Cocolle sur la question donc des ressources alimentaires au niveau mondial et des questions justement de sous-alimentation et de faim dans le monde. Voilà, j'espère que vous serez aussi nombreux qu'aujourd'hui. Merci et bonne soirée. Psychologique indispensable. Quand c'est un garçon, c'est encore plus grave comme pronostic. Et pour savoir, pour les filles, il y a 25% qui peuvent en mourir, parce que c'est une maladie qui peut être mortelle. Vous en avez 50% qui peuvent s'en sortir, et vous en avez 25% qui peuvent basculer dans la boulimie. Donc la boulimie, c'est des vomissements, c'est-à-dire c'est peut-être une femme qui a un poids normal, mais qui va trouver des parades pour garder son poids normal, malgré des ingestions énormes d'aliments. Donc elle va se faire vomir, ou prendre des laxatifs, ou prendre des diurétiques. Voilà. Merci. Question. Oui. Madame. Moi, je voulais
vous avez parlé des Chinois et des Indiens qui commençaient à avoir des problèmes d'obésité. Et je me demandais si c'était pas éventuellement la perte des repères de leurs nutriments, enfin de leur classement d'aliments, parce que chaque aliment était classé selon les éléments en rapport avec l'énergie, notamment les canaux d'acupuncture, etc. Et donc, est-ce qu'on peut pas aussi se pencher sur cette médecine orientale, entre guillemets? Bon, la médecine orientale, j'y connais rien, mais bon, je trouve que la médecine chinoise a beaucoup de choses à nous apprendre, mais je ne me permettrai pas d'aller sur ce terrain où j'y connais absolument rien. Mais ce qu'on peut dire, c'est quand même la première cause, c'est la sédentarité. Vous avez l'appauvrissement en micronutriments et donc un appauvrissement en nutriments essentiels, je veux dire, donc c'est une alimentation manufacturée, puis une perte de repères surtout familiaux. Pékin n'a plus rien à voir avec le Pékin de Mao Tse-tung. C'est-à-dire que les gens avant, ils mangeaient en famille, etc. On mangeait collectivement, etc. Et on se connaissait et on partageait les repas. Il y avait une notion de commensalité, on appelle ça. Donc on perd ça. Vous voyez, donc c'est une perte de repères. Maintenant, c'est des tours. Maintenant, vous savez que les plus grandes tours sont dans l'Asie maintenant. Donc c'est des tours de 500, 600 mètres, etc. Où les gens ne se connaissent plus, bien évidemment. Et il y a l'acquisition de biens matériels comme le micro-ondes, l'ascenseur, la climatisation, etc. Je voudrais juste, pour finir, pour ne pas être trop bavard, l'une des pistes sérieuses concernant l'obésité, il y a deux pistes sérieuses. Il y a une piste virale. Certains virus, et il y a un virus qui s'appelle l'adénovirus, serait responsable, pourrait favoriser l'obésité chez certaines personnes. Donc, par exemple, il y a également la piste sur ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire la flore intestinale. On a transféré, par exemple, des cellules intestinales de souris obèses à des souris qui n'étaient pas obèses et qui le sont devenues, simplement en transférant ces cellules intestinales. Et sinon, l'une des pistes non négligeables, qui pour l'instant fait l'objet d'études, c'est la pollution tout simplement. Parce que les pics d'obésité se concentrent dans nos villes, donc la pollution a certainement un impact, sachant que le tissu adipeux stocke les polluants atmosphériques. Donc l'adipocyte est un réservoir de polluants atmosphériques. Donc la pollution est une voie non négligeable qui expliquerait un petit peu cette épidémie également chez certains d'entre nous. Et je dois vous dire qu'il y a en 2008, octobre 2008, dans le Courrier international, il y a eu un article sur des études qui ont été faites par 2 médecins espagnols qui ont établi des rapports entre pesticides et obésité. Courrier international, novembre 2008. Oui, une question? Oui, le thème de la conférence se situe aussi au niveau de nourrir la planète demain. Or, on a peu abordé le problème de la planète. On a surtout évoqué les problèmes franco-français. Et je pense en particulier aux problèmes liés aux OGM. J'ai beaucoup de respect pour les chimistes et les biologistes, mais il se fait quand même que les Indiens, par contre, en sont plutôt revenus des OGM. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir, ça leur coûte trop cher, des graines et qu'ils n'ont plus le moyen d'utiliser leurs propres graines naturelles. Ce n'est qu'un petit exemple. Ce que j'aimerais, c'est qu'on évoque un petit peu tous les problèmes qui concernent cette alimentation mondiale. Alors, on va en parler demain de toute la question justement de nourrir la planète. C'est pour ça qu'on n'a pas touché ces questions-là aujourd'hui. C'est une autre question. Oui, moi, il y a autre chose que je voulais évoquer, c'était on en arrive maintenant à plus avoir la notion de plaisir, c'est ce que j'en parlais tout à l'heure, là, dans la nourriture. Moi, bon, c'est une déformation. Dans notre assiette, on voit, j'ai des fibres, j'ai des bêta-carotènes, j'ai pas trop de gras et c'est du bon gras, etc. Je veux dire, ça devient très difficile, je trouve. On ne dit pas, tiens, je vais faire un bon petit plat, je vais faire un truc qui va être bon pour notre santé, qui va être bon pour mes enfants. Et c'est un vrai problème, je trouve, parce qu'on en arrive à
à ne plus apprécier ce qu'on mange. Oui, et j'ai bien peur qu'on ne soit qu'au début de cette tendance. Bon, on peut résister, on peut tout à fait résister, mais c'est vrai que depuis quelques années, on a vu toutes ces allégations, ça s'appelle les allégations santé, cette médicalisation de l'alimentation, et c'est vrai que l'industrie agroalimentaire a bien compris que les consommateurs, ils étaient évidemment sensibilisés sur les problèmes de santé, et en particulier que la santé évidemment nous intéressait, en même temps conscients de l'impact de l'alimentation sur la santé. Et donc tout ça, ça génère, ils ont investi énormément d'argent, ils continuent à le faire en matière de recherche, je parle de la grosse industrie agroalimentaire, en matière de recherche dans tout le domaine de la santé. Évidemment, ils ont envie de rentabiliser leurs recherches. Et donc ça a donné toutes ces dernières années une profusion. Il suffit de voir dans les rayons, le rayon des produits laitiers, mais pas uniquement, des céréales de petit déjeuner, mais dans tous les domaines, profusion d'allégations qui font que ce qu'on appelle allégations, c'est des revendications sur l'effet sur la santé. Alors ça peut être tout simplement le calcium est bon pour les os, mais ça peut être aussi, ça va jusqu'à des produits qui, comme les margarines au phytostérol, qui sont des margarines qui réduisent le taux de cholestérol. C'est-à-dire des produits alimentaires, il n'y en a pas beaucoup en fait comme ça, c'est-à-dire avec des dossiers scientifiques étayés. Les margarines au phytostérol, c'est une margarine d'Unilever, c'est Proactive, ou bien une Saint-Hubert aussi au phytostanol, c'est le même genre, c'est-à-dire des margarines qui font baisser le taux de cholestérol, pour lesquelles on se demande si elles ne devraient pas plutôt être vendues en pharmacie, dans la mesure où non seulement, bon, ça fait effectivement baisser le taux de cholestérol, mais ça n'est destiné par définition qu'à des gens qui ont ces problèmes-là, puis avec les contre-indications, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, les femmes enceintes ne doivent pas en prendre, les enfants bien évidemment non, etc. Il y aurait vraiment de quoi mettre ces produits-là en pharmacie. Mais à côté de ces quelques produits qui ont une revendication santé étayée par des dossiers scientifiques, la plupart, mais c'est toute notre alimentation qui devient, avec cette profusion d'allégations santé, qui fait que sous la pression en Europe des associations de consommateurs, eh bien, l'Europe a décidé de réglementer et adopter, après des années de discussion, un règlement en 2006, c'est le 20 décembre 2006, un règlement sur les allégations santé. C'est-à-dire, ce règlement s'applique depuis 2007, mais en fait, il consiste en quoi? C'est-à-dire qu'il y a une liste, l'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, c'est son nom, est en train de valider un certain nombre, il y aura une liste positive d'allégations qui seront autorisées. C'est-à-dire que les industriels vont pouvoir puiser dans cette liste d'allégations qui seront autorisées. Il y en a eu plus de 4000 ou 5000 qui ont été déposées. Là, ils viennent au mois d'octobre d'annoncer la validation de moins de 200 allégations. Donc, vous voyez, un ou deux exemples pour qu'on comprenne bien ce que ça signifie. Eh ben, une allégation, j'en donnais, c'est-à-dire le calcium est bon pour les os. Ça peut être aussi les fibres participent au transit intestinal. C'est alors avec, mais dans tous les sens. Le problème, c'est que on a vu il y a quelques années, il y avait des sucettes. Je ne sais plus comment ça s'appelle ces sucettes, Chocachip ou je ne sais plus comment. Oui, voilà. Qui revendiquaient, c'était marqué zéro matière grasse. Alors là, c'était quand même un scandale, parce que des sucettes qui sont, alors là, par définition extrêmement sucrées, revendiquent l'absence de matière grasse. Je crois que c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une allégation, c'était juste, certes, il n'y a pas de matière grasse, mais en même temps, c'était quand même extrêmement gonflé, indécent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éviter que des produits revendiquent des allégations, même si elles sont justes et justifiées, mais avec des profils nutritionnels qui soient mauvais, donc le règlement européen prévoit que seuls pourront mettre des allégations les produits qui correspondent à un profil nutritionnel correct.
Mais alors, il y a 2-3 ans encore, tous les industriels étaient contre la notion de profil nutritionnel, mais finalement, ces derniers temps, ils se sont aperçus que c'était finalement une bonne idée, une bonne affaire. Ils sont revenus là-dessus, ils sont d'accord, et au niveau européen, on est en train de travailler, ils sont en train de travailler d'un côté, évidemment, les industriels, les spécialistes de l'agence européenne, sur la définition de ces profils nutritionnels. Qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est un casse-tête terrible. On est parti dans une espèce d'usine à gaz qui fait que le règlement ne s'applique toujours pas. Tout ça a pris beaucoup de retard. La définition de ces profils nutritionnels, des allégations qui sont adoptées, tout ça fait que je crois vraiment qu'on ne prend pas assez conscience de cette espèce d'impasse dans laquelle on est engagé en Europe, sur cette prolifération d'allégations qui vont s'apposer, qui sont en train déjà d'être apposées sur les produits, avec, alors, quand il y a une allégation santé, la composition nutritionnelle est obligatoire. C'est comme ça que vous avez de plus en plus des emballages qui sont remplis de données qui font qu'on n'y comprend pas grand-chose, parce qu'il faut avoir une calculette pour savoir quels sont les taux de glucides, de lipides, etc. que l'on ingère. C'est une vraie... La question que vous posez est éminemment, à la fois éminemment d'actualité, mais j'ai bien peur que ça soit d'actualité pendant encore un bon moment, et éminemment politique, je crois. Je voudrais dire que nous, dans notre famille, on mange bio et on n'a aucun problème. C'est-à-dire qu'on fait des festins, on peut manger un peu de viande, la viande même de temps en temps on se lâche, et on mange de tout. On n'a aucun souci, on ne vérifie pas qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. On fait seulement confiance à un sigle qui s'appelle AB. Donc on n'a absolument aucun souci et tout se passe très bien. Quand vous parliez, je rebondis 30 secondes. Quand vous parliez d'alimentation plaisir, c'était ça votre question au départ. Je vous donne 2 exemples par exemple. Vous avez envie de manger tranquille sans vous dire que c'est un médicament et que j'ai compris. 2 exemples. Par exemple, se faire plaisir 1 ou 2 fois dans la semaine pour de bon, mais le reste du temps en alimentation basique, avoir un maximum de fruits et de légumes par exemple, qui vont être volumineux en volume, en taille, et peu caloriques, avec des fibres, donc efficientes sur l'organisme. Et de l'autre côté, pour revenir au physique, travailler des gros muscles, les fesses, le dos, les cuisses, qui sont consommatrices en calories, qui sont les amis de l'alimentation en fait, qui permettent de la décharger de sa responsabilité et de lui rendre son caractère plaisir. C'était aussi ça votre question, je crois. Les Américains disent, il y a une campagne qui dit il faut avoir un arc-en-ciel dans son assiette. Donc il faut colorer les assiettes. Donc plus vous avez des couleurs, plus vous avez des agents antioxydants, et plus il faut apporter. Et en même temps, ces légumes et fruits colorés vous apportent des fibres. Alors là, c'est une étude qui était sortie dans un papier américain, et c'est une étude qui a été faite par des Hollandais, et qui montrait, qui a repris les éléments alimentaires dont on était sûr, c'est-à-dire qui ont fait la preuve de leur efficacité aussi bien cardiovasculaire qu'éventuellement prévention également sur les cancers. Et en fait, dedans, on retrouvait le vin. Vous savez qu'il faut consommer, on dit qu'il faut consommer un petit peu de vin. Donc il y a une grande étude qui s'appelle Inter-Earth qui montre bien qu'il faut consommer un petit peu de vin. Moi qui n'en bois pas, par exemple, j'aime pas le vin. J'avais un ami qui s'appelait Jean Carmé, qui était mon directeur de thèse. Jean Carmé, j'ai fait une thèse sur l'alcool au cinéma. Et Jean Carmé essayait désespérément de me faire boire, mais il n'a jamais réussi. Alors, le vin, modérément, 114 grammes, c'est très précis comme dosage, vous voyez, de poisson, maigre ou gras. Le chocolat qu'il ne faut jamais oublier. Les fruits et les légumes, donc on retrouve les 400 grammes, 500 grammes à peu près. Un peu d'ail et également 2 poignées d'amandes, on va dire, parce qu'une poignée, c'est 30 grammes à peu près. Donc ça, c'est les éléments qui ont été repris. Bon, c'est à titre anecdotique, hein, vous ne retenez pas ça comme ça. Mais par contre, la publication était très sérieuse et ça fait la preuve de l'efficacité individuelle. Chaque élément a été listé comme ayant une efficacité cardiovasculaire ou anti-cancer. 100 grammes de chocolat, ça fait une tablette par 24 heures. Oui, c'est déjà pas mal, effectivement. Au point de vue charge calorique, je ne parle pas du poids, hein, ceci dit. Hein. Là, c'est dans la prévention. Question. Oui, dans l'assistance, quelqu'un m'a posé cette question, donc je vous la pose. Concernant les matières grasses, est-ce que quelqu'un pourrait revenir sur les acides gras et les insaturés, les saturés et les trans, etc.
Alors, 3 types d'acides gras. Acides gras saturés, exemple beurre, charcuterie. Vous allez retrouver des acides gras saturés également dans tout ce qui est gâteau fourré, les muffins, les brownies, etc. Vous en avez chez Desmarques carrément, là, le petit déjeuner de Lu, etc. Il y a des acides gras saturés, etc. Petit déjeuner de Lu, je vous mets ça en aparté. J'en ai pris un certain moment parce que je me disais que ça, c'est pas mauvais. Alors quand vous trempez ça dans le café, c'est complètement bout. Et vous avez l'impression de rien à gérer. Chaque gâteau, c'est 110 calories. C'est une bombe calorique. Et moi, j'en prenais 5 allègrement, plus des Crispols, plus fruits, plus un yaourt. Donc je finissais mon petit-déj à 900 calories. Vous voyez? Donc en fait, j'étais un peu lourd après, mais j'avais faim dans la matinée. Donc ça, méfiance par rapport à ces produits mous dont je vous parlais. Alors, donc beurre, charcuterie, la viande comme l'agneau des temps modernes ou le mouton, vous allez avoir donc les brownies, etc. Ça, c'est les acides gras saturés. Acides gras monoinsaturés, vous avez l'huile d'olive, le chef de file. Les acides gras polyinsaturés, vous avez les oméga 6, l'huile de tournesol, l'huile de noix, les oméga 3, l'huile de lin, l'huile de colza, les poissons. Alors on a parlé des œufs qui étaient enrichis en oméga 3, et les Crétois, ils mangeaient beaucoup d'œufs, et les œufs, ainsi que donc les œufs des poules crétoises étaient très enrichis en oméga 3 naturellement, parce que les poules mangeaient des gastéropodes qui eux-mêmes mangeaient du pourpier. Alors le pourpier en France, c'est la mâche nantaise, je reviens à Nantes, donc manger de la mâche. L'allégation est autorisée pour la mâche. Hein. Oui, une question, madame? Je voudrais m'adresser à le kiné parce que vous avez parlé, je trouve que la qualité de la vie passe de temps en temps par un bon repas. Et alors, vous nous avez dit que quand on faisait des excès, ce n'était pas dangereux, mais qu'il ne fallait pas laisser s'installer les résultats. Alors, évidemment, à partir d'un certain âge, on est plus à même de faire du jogging pour compenser ça. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée un peu concrète de la façon d'éliminer les excès qu'on aurait fait? En remplaçant, vous parliez du jogging, par exemple. Oui, oui. Hein. Donc, en remplaçant, le jogging, c'est un sport en pleine charge, c'est-à-dire articulairement corrosif. Il arrive un moment où, enfin vous êtes toute fine visiblement, mais quand on a un peu de poids, le jogging devient assez néfaste. Il est plein de contre-indications. Non, mais j'ai dit jogging pour dire quelque chose, mais je veux dire, quel exercice pourrait-on faire pour un petit peu éliminer quand on a fait des excès? Alors là, on remplace. Pour ne pas stocker. Voilà, exactement. Donc pour pouvoir continuer à bouger, on remplace par des sports davantage en demi-charge ou en décharge. Donc non abîmant, si je puis dire, mais très gainant. C'est-à-dire que vous avez vos articulations qui se retrouvent gainées musculairement. Vous avez évidemment le vélo avec la selle pas trop basse pour éviter de comprimer genoux, hanches et même les lombaires, avec un guidon pas trop bas non plus pour éviter de comprimer la colonne. Je vais le faire rapidement. La natation, fabuleux. On en parlait tout à l'heure. Numéro 1. La brasse, alors complément de question. La brasse très relevée, non évidemment, parce qu'il perd cambrure lombaire, il perd cambrure. Mais couler, oui. En tout cas, natation, seul sport dans lequel on est massé pendant qu'on travaille. C'est une contraction musculaire et un massage pendant. Alors dès que l'eau est à moins de 28-29, très efficace. Donc natation évidemment. Regardez les nageurs. C'est les seuls qui ont, non seulement ils n'ont pas de ventre, ils ne sont même pas dessinés, mais ils sont creux au niveau du ventre, parce que le bassin est en permanence en travail. Tout ce qui est, la marche évidemment, hein, et tout ce qui est sport spécifique et toutes certaines gymnastiques qui vont travailler plus sur des zones que vous choisirez. La respiration que vous avez indiquée, est-ce que ça pourrait servir? C'est parfait. En complément de, j'imagine que vous avez une activité physique, donc en complément d'activité physique quand même. Donc gymnastique, toujours de l'ouverture de cage thoracique, toujours le travail des gros muscles consommateurs, fonctionnels. Regardez, quand on se lève par exemple, fesses, cuisses, gros muscles. Il faut les travailler, les muscles antigravifiques, les muscles de l'ouverture, santé, pour mieux respirer. Donc les dorsaux, étirer les muscles du buste, etc. Évidemment le ventre et tout. Tous ces exercices-là ne seront pas mauvais passé un certain âge, c'est ça que vous vouliez dire, mais en complément avec une activité cardiovasculaire déchargée,
Donc admettons natation l'été et vélo l'hiver. Il n'y a que le docteur qui fait de la natation l'hiver à l'extérieur. Je vous remercie. Chaque fois que vous prenez 1 kg de poids, vous prenez l'équivalent de 5 kg de charge sur le genou. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui est en surcharge, qui commence à vouloir reprendre le jogging, c'est extrêmement mauvais. Parce qu'il va supporter 5 fois, à chaque foulée, 5 fois le poids de son corps. Et vous avez 6 fois le poids de votre corps, 6 kg par kilo pris, 6 kg sur les hanches. Donc extrêmement nocif. Et je voulais mettre en garde également, plus on vieillit, plus on se détourne des protéines. Les protéines, je vous rappelle, c'est viande, œufs, poissons, etc. Il faut que vous en consommiez à chaque repas, midi et soir. Parce qu'un steak, bon, je ne suis pas pour manger de la viande avec parcimonie, mais si vous prenez un steak ou un morceau de poisson, c'est à peu près 20 grammes. 2 œufs, c'est 20 grammes de protéines. Il vous faut 1 gramme par kilo de poids par 24 heures. Donc si c'est un repas où il n'y a pas de protéines, vous allez perdre du muscle. Et donc on observe des personnes âgées, parfois, qui sont parfois en surpoids, mais sarcopéniques, c'est-à-dire qu'ils ont une fonte musculaire. Et ça, c'est une catastrophe. Ils sont en danger parce qu'en fait, leur cœur, je vous rappelle que le cœur est un muscle. Hein. Donc leur cœur, entre autres, est fragilisé par ça et ils ont des problèmes locomoteurs. Et je finirai juste par ça. Je pense que quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité devrait consulter systématiquement un podologue à cause des répartitions des charges et un ostéopathe également qui me paraît très utile également. Et je rajoute une dernière chose, on vous répond précisément. Il arrive un moment où l'ostéoporose ou la perte de densité osseuse intervient, c'est souvent le cas. Dans ce cas-là, ce qu'il y a de plus efficace, c'est les exercices à co-contraction, c'est-à-dire à contraction des muscles avant et arrière. Exemple fémur, quadriceps, ischio, compression, décompression, compression, décompression, pour renforcer. Il n'y a pas que ça qui marche, mais ça marche pour renforcer la densité osseuse. Important. Ça, c'est la gym, certaines gyms.